Bonjour à tous, merci d'être là. On souhaitait, à l'orée de cette nouvelle édition de Digipolis, édition 2013, créer un petit échange. Digipolis, c'est un grand carrefour, donc l'idée c'est de favoriser la parole, l'échange entre les entreprises, entre tous les acteurs qui travaillent dans ces domaines privilégiés traités par Digipolis. Donc on va essayer de faire connaissance, peut-être de voir quels sont vos secteurs d'activité, de voir quelles sont vos ambitions, de voir peut-être aussi quels sont les points de difficulté que vous rencontrez dans vos activités aux uns et aux autres. Et cet échange, on va le construire et le faire en compagnie et avec Denis Sommer, que vous connaissez probablement, qui est donc le président de Numérica, qui est premier vice-président du Conseil régional de Franche-Comté et aussi vice-président de Pays de Montbéliard Agglomération. Donc alors, pour cet échange, nous avons une petite trentaine de minutes devant nous. La règle du jeu, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y en a pas. Donc voilà, ce qui devrait favoriser les échanges entre les uns et les autres. Je vous propose de faire un premier tour de piste, très rapide, et puis Denis Sommer peut aussi se comporter peut-être en journaliste, tandis que je serai à ses côtés, mais peut-être pour vous poser des questions et mieux vous imprégner de vos activités, encore une fois, peut-être de vos difficultés et, comme je le disais tout à l'heure, de vos ambitions. Alors, on peut commencer, je ne sais pas, là, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de préséance, on va peut-être demander à Julien Vouillot de Covalia de commencer. Julien est là, je vous tends le micro. Merci. L'idée, c'est que vous nous disiez tout de suite ce que vous faites. Voilà. Alors, vous êtes installé à Besançon. Vous êtes on va dire, dans le domaine très général de la télémédecine, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc la principale activité de Covalia, c'est de commercialiser et de développer un logiciel de télémédecine. Donc en premier lieu, c'était la prise en urgence des AVC. Et maintenant, on s'orienterait un peu plus sur la dermatologie et le suivi de plaies chroniques. Donc pour garder en fait les patients à leur domicile et pour qu'une infirmière puisse aller au chevet des patients, prendre par exemple des photos, les envoyer à un expert qui se trouverait à Besançon. Et ça permet justement au patient de ne pas se déplacer s'il est en difficulté, etc. etc. Alors concrètement, vous avez commencé à le dire, mais pour que ce soit bien clair pour tous, le cœur de métier dans tout ce dispositif, c'est quoi en fait? C'est l'informatique. Voilà, c'est le logiciel. Le développement d'une plateforme logicielle en fait, qui permet aux professionnels de santé de pouvoir poser des diagnostics en fait, par exemple pour la prise en urgence des AVC. Voilà, c'est ça, le but de Covalia. Et avec sous-tendu derrière l'idée du maintien à domicile, c'est ça? C'est ça. Alors ça, c'est plutôt pour la dermatologie. D'accord. Donc, le suivi de plaies chroniques. Donc en fait, je vais vous prendre un exemple. C'est l'infirmière de Baume-les-Dames qui va se déplacer au chevet des patients, pouvoir prendre avec une tablette, par exemple, une tablette PC, prendre les photos des plaies des patients, constituer un dossier de photos, entre guillemets, l'envoyer à un expert qui est situé à Besançon. Cet expert va poser son diagnostic et va pouvoir envoyer la réponse à l'infirmière qui va pouvoir appliquer les soins nécessaires au traitement de la plaie. Et l'idée, c'est de faciliter le travail peut-être d'équipes médicales pluridisciplinaires? C'est ça, et ça permet également d'avoir un expert, entre guillemets, à domicile pour le patient. Et là, on est dans une phase... C'est appliqué en ce moment. C'est appliqué, donc on ne parle plus d'expérimentation? Ah non, là c'est plus de l'expérimentation. C'est une phase exponentielle? Oui, donc là on a été retenu dans la région centre pour équiper justement tout ce qui est EHPAD et hôpitaux pour justement grâce à ce logiciel et ainsi étendre en fait notre utilisation. Et s'agissant de la genèse de la société elle-même, il y avait un creuset à Besançon, pourquoi c'était développé là avec... Alors la région nous a beaucoup aidé justement à monter cette société, donc on a été créé en 2007. Donc on avait une équipe de 4 personnes et maintenant en 2013 on est 15. Donc on a profité en fait de l'aide de la région pour justement grimper. Et maintenant j'ai envie de dire que notre principale préoccupation c'est comment bien gérer en fait notre croissance pour être un peu plus serein en fait dans l'avenir. D'accord. Et là vous avez des pistes de réflexion pour résoudre ce souci que vous évoquez? C'est justement vu qu'on a gagné plusieurs régions, donc on est en Lorraine, on a gagné aussi le Rhône-Alpes, toute la zone Rhône-Alpes. Donc justement on s'associe pour cela à des plus grosses entreprises pour pouvoir faire face justement aux problèmes de déploiement que ça peut poser. D'accord.
Denis Sommer, vous connaissez Oui, Covalia? oui, je connais bien Covalia, mais la démarche, elle est aussi intéressante. Et le fond du projet est extrêmement important parce que la question de la télémédecine, de l'e-santé, c'est vraiment une question essentielle pour l'avenir. Moi, j'en suis persuadé. Et tout simplement parce qu'on ne pourra pas se financer un EHPAD dans chacun des villages et chacun des bourgs. Et que donc l'enjeu pour l'avenir, pour notre protection sociale et le suivi des patients, c'est de les maintenir au maximum à domicile. Et moi, je suis vraiment très attaché à ça parce qu'au-delà du fait que c'est potentiellement un secteur qui va connaître une croissance extrêmement forte, je pense que socialement, c'est aussi un vrai sujet. Parce que moi, je suis maire, j'ai un EHPAD dans ma commune, il y a 60 employés dans la commune, donc, dans l'EHPAD. Et donc, pour moi, j'étais content. Il y a de l'emploi qui se crée, etc. C'est très, très bien. Puis, on voit bien que ça répond à des besoins, d'accord. Mais je vois aussi, comme je suis un gosse de la ville, je vois les gens qui sont aujourd'hui à l'EHPAD, pour une part d'entre eux, je les ai connus quand j'étais tout gamin. Et, les pensionnaires ou ceux qui travaillent? Non, les patients, les pensionnaires. Et ceux qui arrivent à l'EHPAD arrivent souvent avec des problèmes de mobilité, des choses comme ça. Mais je vois aussi leur état de santé très souvent se dégrader et développer toutes sortes de pathologies, de l'anorexie, de la dépression, etc. Parce qu'il y a eu rupture avec le tissu social qui les a entourés pendant toute leur vie. Et donc le maintien à domicile est à mon avis quelque chose d'essentiel. Donc on fait à la fois de l'économie, puis en même temps on répond à un besoin social qui est fort. Et donc Covalia a été accompagné par la région, mais aussi par notre société de capital risque, hein, puisqu'il y a eu des investissements dès le départ d'ailleurs. Hein, chez vous, je me rappelle d'une réunion avec des entreprises où Invest Franche-Comté avait investi, et vous étiez tout au début. Vous aviez présenté le projet. Et à l'époque, vous deviez être 2, je crois. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est parti à 2. Ouais. Et donc, ça fonctionne. L'entreprise existe depuis quelle année exactement? Alors 2007. 2007. Et il y a un potentiel de développement aussi à l'international qui peut être intéressant. Moi, j'étais en Algérie. Et en Algérie, ils déploient la fibre optique partout. Alors des fois, les rues ne sont pas en très bon état, mais par contre, il y a la fibre. Et ils ont un vrai problème de population médicale. Et les populations médicales sont concentrées dans les grandes villes. Et donc la question du suivi des patients à distance, parce qu'en plus il n'y a pas les réseaux routiers, il n'y a pas les transports en commun tels qu'on peut les connaître ici, et donc est vraiment aussi une question essentielle. Et je sais qu'en Algérie, ils sont en train de travailler sur des sujets comme cela. Il y a beaucoup d'ailleurs de pays en voie de développement qui s'interrogent là-dessus, quoi. Donc le fait d'avoir en France, en Franche-Comté en particulier, une entreprise de cette qualité, dans un secteur qui potentiellement est en croissance, c'est une richesse pour le territoire. Alors peut-être qu'on va tendre le micro maintenant à Madame Marie-Paule Belot, qui est donc directrice générale de l'ASSAD. On attaque déjà un petit peu votre cœur de métier à vous aussi, hein. Comment vous vous situez? Alors, on peut peut-être rappeler ce que vous faites à l'ASSAD, et puis surtout comment vous vous situez dans cette nouvelle économie qui se dessine. Oui, alors déjà, je dois préciser que je ne suis plus directrice de l'ASSAD puisque l'ASSAD n'existe plus. Nous avons changé de nom puisque nous avons fusionné avec nos homologues de la Haute-Saône il n'y a pas tout à fait un mois, et nous appelons maintenant ELIAD, qui veut dire Ensemble pour le lien, l'innovation et l'accompagnement à domicile. Donc vous êtes directrice générale ou pas? Je suis directrice générale de l'ensemble, voilà. Mais il n'y a plus d'ASSAD, quoi. Voilà. Donc nous, notre cœur de métier, c'est pas du tout les nouvelles technologies, c'est le soutien à domicile, puisqu'on gère des services d'aide à domicile, de soins, de portage de repas, de téléassistance. Donc on apporte l'ensemble des services à domicile, qui sont des services sociaux et médico-sociaux. On travaille beaucoup avec les médecins, hein, par ailleurs, les infirmiers libéraux. Voilà. Donc notre cœur de métier, c'est bien l'aide à domicile. Et les nouvelles technologies, elles nous intéressent pour la gestion. Et en particulier pour les transferts d'informations avec nos propres salariés. Puisque aujourd'hui, avec Eliade, on a 1400 salariés, dont à peu près un peu plus d'un millier qui sont au domicile des usagers. Donc notre gros problème, c'est la transmission d'informations et toute la gestion de personnel qui sont complètement dispersés dans le territoire franc-comtois et qui sont complètement dispersés
passer chez des usagers. Donc on utilise les nouvelles technologies pour transmettre de l'information. Donc vous avez mis des outils en place ? Voilà, donc on a une opération qui date depuis maintenant 4-5 ans. Donc tous nos salariés aujourd'hui sur les 2 territoires, donc la Haute-Saône et le Doubs, ont tous des PDA, des smartphones, avec lesquels on peut leur communiquer les fiches clients, donc avec toutes les informations qui concernent les personnes chez qui elles vont, tant sur les horaires que sur les informations concernant leur famille. Elles peuvent appeler les enfants si elles le souhaitent, elles peuvent appeler les médecins. Elles ont toutes les informations que nous détenons sur les clients. Elles ont des informations sur les missions à accomplir, qu'est-ce qu'il faut faire. Elles ont des informations sur la localisation, y compris sur des informations du type la clé, elle est dans le pot de fleurs à gauche de la porte, où il faut ouvrir sans attendre qu'on vous réponde parce que la dame est sourde. Enfin, elles ont un certain nombre d'informations qui sont toutes les informations qu'on possède, nous, au niveau central, au niveau de la gestion des services. Et elles nous retournent de l'information sur les horaires d'arrivée, les horaires de départ, sur les courses qu'elles ont pu faire, sur les kilomètres qu'elles ont pu effectuer pour transférer les personnes. Donc on récupère toute l'information, ce qui nous permet ensuite de gérer la facturation aux clients, la facturation au conseil général qui paye éventuellement l'APA ou la prestation de compensation du handicap. Donc c'est vraiment une utilisation pour de la gestion d'informations dans les 2 sens. Alors cet outil, qui est-ce qui l'a développé ? C'est vous-même ou vous l'avez développé en externe, en interne ? On l'a fait développer par une société. Alors on a bien entendu des logiciels métiers d'origine sur la facturation, la paye et la compta qui datent, il y a pas mal de très classiques. Et puis on a fait appel il y a quelques années à une entreprise qui était une entreprise alsacienne, donc qui s'appelle Swing Mobility. Et il y en a qui se sont installés sur la Franche-Comté, mais après, donc malheureusement on n'a pas pu le faire avec elle. Et donc on a travaillé avec cette entreprise et on a avec eux travaillé le montage des logiciels et on a associé nos salariés. Donc on a monté un comité de pilotage. Enfin, c'était assez long, je ne le cache pas, parce qu'il a fallu un peu inventer, analyser nos propres besoins et inventer avec les salariés. On a pendant 2 ans embauché une personne spécifique pour former les salariés, pour les accompagner, pour mettre en œuvre tout le dispositif. Voilà. Et tout cela fonctionne ? Ça fonctionne. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas quelques soucis des fois. Les plus gros soucis, je dirais, c'est l'entente entre le fournisseur sur ce projet-là et le fournisseur informatique des logiciels métiers. Faire travailler ensemble des boîtes d'informatique, c'est quand même un sport assez compliqué. Et vous vous souvenez à ce jour comment vous faisiez avant ? Avant, on faisait beaucoup de papier. C'est-à-dire que là, on a réussi à supprimer la grande majorité de l'usage papier. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer puisqu'on a quand même encore des projets. Et on veut, donc on a bien entendu, comme tout un chacun aujourd'hui, un site internet. Avec la fusion, on va le retravailler complètement. Mais on veut aussi mettre en place un site extranet pour nos salariés pour aller plus loin, pour qu'elles puissent consulter un certain nombre de choses. Et un site extranet pour les usagers et leurs familles, puisque on pense que ça serait intéressant aussi que les familles, même si la famille habite à Brest, elles puissent être informées des horaires auxquels on va venir chez ses parents, qu'elles puissent avoir une information. Je crois qu'il y a encore beaucoup de développement à avoir dans notre secteur. Il y a encore des marges de progrès. Donc. Il y a beaucoup de marges de progrès, oui. Comment ça s'est passé au niveau de la formation, peut-être des personnels ? Il y a 1400 salariés, dites-vous, c'est ça ? Oui. Vous les avez tous formés à l'usage ? On a l'usage ? formé aujourd'hui à peu près 1000 salariés à cet usage-là. C'est pas été très compliqué. Moi, c'est une bonne surprise du projet, c'est que globalement, les salariés ont bien adhéré. Je crois que le plus difficile est de les convaincre que c'est possible. Mais une fois que, et c'est un outil, alors on l'a utilisé aussi comme ça, on en a fait aussi un outil de valorisation des métiers, parce que c'est des métiers qui sont très peu valorisés, les de domicile, et ce sont essentiellement des femmes qui ne sont pas toujours reconnues, à mon avis, de façon aussi importante qu'elles le devraient. Et c'est vrai que c'est un outil de valorisation important, quoi. Donc je pense que ça a été facilité par cet aspect-là des choses, quoi. Et à DigiPolice, vous venez chercher quoi, de l'information, c'est votre première participation ? Oui, c'est ma première participation et les organisateurs m'ont proposé d'intervenir, de présenter ce qu'on avait fait. Bon, je dois préciser qu'on a pu monter le projet en partie grâce à des financements du conseil régional sur le dispositif Tremplin. On a eu aussi à l'époque des financements on avait répondu à un appel à projet de la Direction générale des entreprises au ministère du Budget. Donc on a avancé, et puis là on m'a demandé d'intervenir, donc je suis plus venue pour répondre à une demande. Tout simplement parce que, pour faire le lien d'ailleurs avec la première présentation,
Il est mis en place aujourd'hui un comité de pilotage avec plusieurs ateliers de travail au niveau de l'Agence régionale de santé qui vise à déployer en fait les techniques en matière de télémédecine et en matière d'e-santé. Et il est bien évident que ça ne peut se faire qu'en partenariat avec toute une série de financeurs potentiels, voilà, régions, départements, l'État, etc. Mais surtout avec les opérateurs de terrain. Et donc les associations de soins et d'aide à domicile ont bien évidemment un rôle extrêmement important à jouer. Donc ces deux mondes-là doivent se rencontrer et travailler sur des projets communs. Donc c'est le but du travail qui est fait aujourd'hui avec l'Agence régionale de santé. Et il y a un domaine sur lequel moi je suis aussi particulièrement attaché, c'est la valorisation des métiers. Parce qu'en réalité, l'ensemble des personnels qui interviennent chez les patients à domicile vont devoir accéder et dominer toute une série de technologies nouvelles. Et donc ça va nécessiter des actions de formation lourdes dans les années qui viennent. Et donc placer ces métiers-là certainement à une dimension bien supérieure que celle d'aujourd'hui et certainement potentiellement aussi permettre une meilleure reconnaissance. Donc on est là en train d'élever en fait des métiers qui aujourd'hui peuvent souvent apparaître comme accessoires et qui vont certainement être au centre du développement de nos sociétés dans les années qui viennent, quoi. Je peux peut-être préciser aussi que ce qui a été étonnant dans notre projet, c'est le niveau d'acceptation des personnes âgées. Et je pense que le fait que les professionnels participent au projet, elles sont aussi des vecteurs de sensibilisation. C'est-à-dire qu'un de nos soucis était de savoir si les personnes âgées accepteraient, parce que les personnes âgées signent les présences sur le PDA. Leur facturation est liée à ces transmissions d'informations. Donc on a supprimé aussi le papier pour les personnes âgées. Et étonnamment, ça n'a pas présenté de très grandes difficultés, parce que je pense que le bon vecteur, c'est les professionnels qu'elles ont chez eux tous les jours. Elles leur font confiance, donc à partir de là, il y a eu un transfert de la confiance sur l'utilisation numérique. Donc ça me paraît important. C'est une très bonne nouvelle en plus, en même temps. Voilà, donnez votre micro à votre voisin, qui est Loïc Thirion-Lopez. On change de sujet un tout petit peu. Voilà, on va jouer sur les ruptures. Vous représentez donc la société Héritage Virtuel. Alors vous êtes un habitué de Digipolis, hein ? On est déjà venu à la première édition. Voilà, il me semble. On peut rappeler ce que vous faites ? Alors on est spécialisé dans la modélisation 3D du patrimoine, donc on reconstitue des monuments, sites historiques et plus largement des territoires historiques sur plusieurs périodes afin de faire comprendre notre passé soit dans des musées, soit pour des films ponctuels ou dans des magazines, via des images fixes simplement. Il me semble que vous avez fait un gros travail de mémoire sur la citadelle de Besançon, c'est ça, hein ? C'est cela, oui, ça date de 2007, quelque chose comme ça. Voilà, on a représenté la citadelle de Besançon, donc pour présenter sa construction et l'utilité de chaque bâtiment de ce site. Et à l'origine, tout le petit monde qui vous entoure sont plutôt des gens, plutôt des historiens ou plutôt des gens de la génération quand on crée pour chaque projet, vous voulez dire ou Non, globalement, la société. La société, donc nous sommes deux avec mon associé Pierre Rupp et donc on est tous les deux historiens de formation. Donc lui est spécialisé en histoire médiévale et moi en histoire de l'Antiquité. Mais ça n'empêche pas de pouvoir couvrir d'autres périodes sans être forcément spécialiste sur un sujet précis. Et à chaque projet, on s'entoure d'équipes scientifiques qui sont souvent présentes au sein des maîtres d'œuvre avec qui on travaille. Donc, alors, qui sont vos clients Principalement les collectivités, municipalités. Qui ont besoin de quel type d'informations qui veulent valoriser des sites pour présenter justement soit aux habitants de la ville, soit pour faire venir du monde, comme pour la citadelle, ça permettait aussi d'avoir un moyen de communication sur des nouveaux projets, ou présenter des sites aux citoyens. On travaille actuellement sur Vitrolles, sur une villa gallo-romaine qui est complètement arasée, donc ça permettra de présenter justement aux habitants de Vitrolles et aux touristes, voir le passé de ce site. Voilà. Donc c'est principalement à des fins de communication et de présentation historique. Et comment s'est passé le développement de la société ? Alors on est rentré à l'incubateur donc, de Franche-Comté en 2006. À Thémis ? À Thémis, à Besançon, oui. Et on est, au bout de 6 mois, en fait, on est sorti de l'incubateur puisqu'on a créé la société... Il y a 6 mois Non, au bout de 6 mois. Ah, au bout, pardon. On a créé la société un peu en anticipation pour répondre à un appel d'offres sur la ville de Quimper.
et qu'on a remporté. Donc on devait être créé, donc on a un peu quitté les bancs de l'incubateur, donc on n'a pas suivi intégralement les formations et donc on est resté à Thémis donc après à l'hôtel d'entreprise. Et là, ça fait 1 an qu'on a quitté l'hôtel d'entreprise où on a des bureaux donc à Besançon toujours, voilà, pour le développement global. Denis Sommer, là, vous connaissez aussi Héritage Virtuel, hein? Oui, je connaissais un petit peu, même si ce n'est pas le domaine que je connais le mieux. Enfin, je connais la techno, voilà. Mais c'est vrai que c'est un instrument de valorisation du patrimoine qui est tout à fait extraordinaire, puisqu'on peut visiter, y compris à distance, et d'une manière beaucoup plus vivante, beaucoup plus active. Mais les technos 3D sont aussi extrêmement importantes dans le quotidien des gens. Ce n'est pas seulement les professionnels, architectes, urbanistes, tout ça, qui peuvent les utiliser, mais c'est aussi les citoyens eux-mêmes. Quand on présente un projet d'aménagement urbain dans une ville, autour d'un monument historique par exemple, on a envie d'en mesurer l'impact. Et quand on a des plans comme ça qui sont posés sur une grande table, c'est parfaitement illisible, d'ailleurs pour les élus souvent, et pour les citoyens pareil. Par contre, la techno 3D, elle donne à lire en fait le paysage et à mesurer l'impact d'un projet urbain sur peut-être sur ce monument ou ce site historique. Est-ce que les ombres vont être projetées? Est-ce qu'on va cacher les entrées? Est-ce qu'on va voilà. Et ça donne à lire en fait le paysage urbain, donc à le comprendre. Et donc ça rend aussi les citoyens beaucoup plus actifs en réalité sur des projets qui peuvent être parfois d'une grande complexité. Et l'expertise en fait des habitants, parce qu'ils vivent à un endroit, est là peut être considérablement valorisée. Et donc la techno, c'est pas un monstre froid, quoi. C'est vraiment quelque chose au service de la vie, quoi. Et ça, en cela, la technologie 3D est un instrument de vulgarisation et en même temps d'appropriation, quoi, de l'intelligence qui me paraît extraordinaire, quoi. À condition de ne pas trop magnifier, vous voyez ce que je veux dire, on peut aussi tromper son monde en magnifiant, en valorisant un peu trop grâce à la 3D. Quand il s'agit de valoriser la citadelle de Besançon au patrimoine mondial, il ne faut pas se gêner. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est clair. Par contre, il ne faut pas que ce soit un moyen d'instrumentalisation des gens, mais encore une fois, d'appropriation des problématiques qui sont posées et un moyen d'expression, d'intervention dans le projet urbain. C'est ça voilà. Donc après, comme toute techno, elle peut être aussi dévoyée, voilà. Mais les élus que nous sommes, vous savez, c'est dur de modifier le paysage des gens. Et donc associer les gens, leur donner à comprendre, à intervenir, c'est souvent la garantie du succès d'un projet. Donc on n'a pas intérêt à tricher avec ça. Au contraire, il faut en faire vraiment un instrument de connaissance. Alors peut-être que votre voisin a un avis aussi sur toutes ces questions, puisque c'est aussi son domaine d'activité. Ronan Zéo, vous êtes directeur de Voxelia. C'est ça, je représente la société Voxelia, dont je suis le cofondateur avec Michael Goncalves. Et donc nous on est implanté à Belfort et à Strasbourg. Et donc on a monté notre société en partenariat avec un labo de recherche, puisqu'on travaille également dans le domaine de l'imagerie de synthèse, mais avec une coloration, une orientation scientifique qui est vraiment poussée, dans la mesure où on va fournir des outils et des services donc dans le domaine de l'aménagement urbain, du transport et de la défense, mais on va fournir ces outils de manière, comme on l'évoquait avant, de manière innovante, dans la mesure où on va s'attacher à représenter un quotidien de l'administré, du citoyen, de son projet, de son quotidien tel que ça sera dans 5 ou 6 ans. Donc ça renvoie à la conversation qu'on vient d'avoir. Exactement, tout à fait. C'est bien dans le sujet, puisque on nous demande assez souvent de donner une représentation de ce quotidien, mais de ne pas tricher tant sur les aspects esthétiques, puisque par exemple pour représenter une place, on peut effectivement représenter la place avec un ciel bleu, des gens très heureux, un calpinage qui est très très propre, de la végétation très verte, mais il faut bien s'imaginer que derrière, en contexte de réunion publique ou de concertation, ça peut poser des soucis, puisque certains administrés ne sont pas dupes. Ils vont vous dire c'est pas mon quotidien. Donc c'est pour ça qu'on s'est attaché à développer un grand nombre d'outils orientés temps réel, donc c'est-à-dire que l'utilisateur
un retour visuel de chaque événement ou chaque interaction qu'il a avec la maquette, de telle manière à ce qu'on puisse représenter les flux de trafic, les piétons, l'accessibilité des personnes à mobilité réduite en temps réel et dans le quotidien. Donc on a utilisé ces solutions notamment dans des réunions publiques où on nous a demandé donnez-nous cet angle de vue là maintenant tout de suite, donnez-nous ce niveau de trafic là maintenant tout de suite, parce que ça participe à un discours d'élu, ça participe à tout un projet derrière, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans notre métier en fait. Et vous êtes signataire de la charte d'éthique ? Oui, tout à fait. Donc la charte 3D OK, oui, on est signataire de cette charte, puisqu'on s'est vraiment rendu compte dès le départ que cet aspect fonctionnel est très très important. Donc quand on représente des carrefours ou des sections de ville ou des projets de transport, on les représente pas en heure creuse par exemple, on les représente en heure de pointe quand on a beaucoup de congestion, parce que le principe et le discours de l'élu derrière, ça va être de dire aussi, c'est aussi votre quotidien, enfin en projet, ou c'est votre quotidien en heure de pointe quand vous vivrez la chose, quoi. Donc on adapte un petit peu notre manière de communiquer avec le projet, la manière dont les élus communiquent et tous ces éléments-là. Et vous êtes Belfortin Alors la société a été effectivement établie à Belfort, puisqu'on est en partenariat avec le labo 7 de l'UTBM. Donc on est des anciens chercheurs de ce laboratoire qui ont développé des technologies dans le domaine du transport et de la 3D, et qui avons eu l'idée de valoriser cette techno par une société. Donc ça passait forcément par ce partenaire avec un labo de recherche, ça passait également par l'incubateur de Franche-Comté dans lequel on est passé également, pour avoir tout cet accompagnement, parce qu'on restait des scientifiques à la base, cet accompagnement dans le domaine de la création, dans le domaine du commercial, enfin de tous les aspects finalement que l'on n'imagine pas quand on monte une société, puisqu'on se dit qu'on va faire que de la technique. Et donc c'est en cela que la région nous a apporté son soutien. Et sur le registre des affaires, comment ça va ? Alors sur le registre des affaires, on est une équipe désormais de 9 personnes à temps plein sur les 2 sites. On travaille donc on va dire dans un grand tiers collectivité locale territoriale, un grand tiers de grands comptes, donc notamment Alstom, General Electric, Delphi ou des sociétés dans ce domaine-là, et une petite partie, dont le dernier tiers, qui correspond à des PME dans le domaine de la 3D, puisqu'on va apporter une expertise 3D métier pour les aider à mieux représenter les espaces virtuels, et des labos. Donc on travaille également beaucoup par appel à projet en partenariat avec des labos de recherche. Donc puisque l'activité innovation et recherche et développement, c'est pas qu'un simple, c'est une obligation pour nous puisqu'on est jeune entreprise universitaire. Donc on a une obligation de déclarer un montant de recherche et développement. C'est vraiment une obligation, et c'est pour ça qu'on se fixe des challenges dans ce domaine-là. Chacun de nos clients qui vient nous voir, en général, n'a pas l'idée précise de ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il donne les grandes orientations, et après c'est à nous derrière de relever le challenge, le défi, et de lui proposer ce qui va bien dans son cas particulier, quoi. Denis Sommer, autre illustration de la richesse de ce qui se passe ici quand même. Oui, non mais tout à fait. On ne s'en rend pas compte souvent parce que en fait ça fait partie de notre quotidien. Mais en fait, il y a une multitude d'entreprises comme ça sur notre territoire, en Franche-Comté et à Numérica en particulier. Et ce qui est frappant, c'est la connexion. Souvent, l'économie numérique apparaît très loin des gens. Elle n'est pas encore comprise très souvent par nos concitoyens, y compris d'ailleurs par nombre d'élus, qui considèrent que tout ça, c'est vaporeux, voilà. Et on se rend compte là, dans la présentation qui est faite, qu'en réalité, on est complètement en connexion avec les problèmes de notre société d'aujourd'hui, mais surtout aux enjeux auxquels on sera confronté demain. On va parler de mobilité, par exemple. Mais est-ce que vous savez combien il y a de véhicules particuliers pour 1000 habitants en Europe de l'Ouest ? Vous ne savez pas, 6 ou 700 véhicules à peu près, suivant les pays. Est-ce que vous savez combien il y en a en Chine ? Non plus. 18 pour 1000 habitants, c'est peut-être 20 aujourd'hui. En Inde, ça doit être 11 ou 12, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'en fait, le modèle de croissance, le modèle de développement qui a prévalu dans les pays dits développés,
ne peut pas se décliner ailleurs au même rythme. Dire qu'il faut imaginer donc la ville de demain, les impacts en termes de flux et de capacité à la ville à continuer à vivre. Et la question des flux va empêcher la ville de vivre. Donc il faut être capable de construire ça, de mesurer quel va être l'impact dans les années qui viennent et de construire des solutions qui ne soient pas celles seulement d'aujourd'hui. Donc il faut améliorer le rendement des moteurs, il faut faire toute une série de choses, l'ambition de litres dans litre au 100, développer les moteurs hybrides, enfin tout ça bien évidemment va se faire. Mais il y a aussi plein d'autres choses à faire, notamment l'autopartage, des services de mobilité à disposition à la carte. Enfin, il y a toute une série de choses qui vont considérablement se développer dans les années qui viennent. Même si aujourd'hui on est encore sur des niches, parce qu'on rompt avec la culture, avec les habitudes qui ont eu cours jusqu'à aujourd'hui. Pour autant, on sait bien que ce modèle-là, tel qu'il a vécu, ne pourra pas se dupliquer à l'infini sur notre planète, parce qu'il n'y aura pas l'énergie qu'il faut, parce que l'air serait irrespirable, etc. etc. Donc il y a aussi des sociétés qui développent ce genre de services. Et le cœur du dispositif, en fait, c'est le numérique, quoi. Voilà. Sans le numérique, ces dispositifs nouveaux ne peuvent pas vivre. Alors ça aurait pu être la conclusion, mais c'est pas fini. Non, mais c'était pour faire la transition. Tout à fait, mais absolument. Alors on fait la transition absolument avec Grégory Chipot de la société Share & Move, implantée à Montbéliard. Exactement, à Numérica. À Numérica, donc ici même où nous nous trouvons. Parlez-nous un petit peu de vous, de vos activités, de la société. Alors nous sommes éditeurs de logiciels et nous avons une spécialité dans tout ce qui est mobilité. Donc c'est-à-dire, donc c'est un grand mot, mais donc nous développons des solutions logicielles qui sont totalement adaptées aux besoins des professionnels. Donc les professionnels, nous entendons des territoires, des entreprises ou des événements. Donc toute personne qui souhaite opérer un service de transport alternatif peut nous demander de lui développer son système. Donc nous avons développé depuis 2008 des solutions innovantes avec le laboratoire d'informatique de Franche-Comté. Et puis nous mettons en œuvre aujourd'hui, donc un peu comme le fait Voxelia, des services autour de ces innovations, autour de ces programmes. Donc nos cibles sont principalement des entreprises qui souhaitent par exemple optimiser leur flotte de véhicules, optimiser leur parking ou mieux gérer leur utilisation ou les trajets des commerciaux par exemple. Donc le but est vraiment d'optimiser les flux, de réduire les coûts et d'avoir tous les aspects écologiques et sociaux aussi. Donc voilà, on a vraiment une offre assez large où nous adaptons vraiment tout notre logiciel aux besoins. Et l'idée, elle est venue de où ? Donc l'idée est venue d'un travail par rapport au laboratoire. À l'époque, quand je suis rentré dans l'équipe par rapport à mon stage de fin d'études, on travaillait sur du transport à la demande, donc qui était pour le marché de Noël sur Montbéliard. Donc c'était un système de bus qui venait ramasser les personnes qui souhaitaient se rendre au marché de Noël, et tout ça était en temps réel avec l'ordinateur. D'accord. Et donc aujourd'hui, on a élargi ce système pour avoir une solution qui touche la mobilité, parce qu'on s'est axé à un moment donné sur le covoiturage. Aujourd'hui, on s'axe sur la partie parking, sur la partie flotte de véhicules, pour avoir tout un système global qui est, on part d'un trajet, on part d'une communauté, on part d'une politique de transport dans un contexte, et puis on essaie d'organiser tout cela pour faire des économies et pour optimiser aussi les ressources. Donc vous pourriez avoir comme client Madame, par exemple, pour tous ces déplacements des 1400 salariés de cette nouvelle société. Donc voilà, ça sert aussi à ça, Digipolis. Denis Sommer, alors vous avez déjà un petit... Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Donc j'ai bien compris que vous aviez... La transition a été bien faite. Voilà, tout à fait, et c'est pour ça qu'on est venu à nous. Écoutez, bravo pour ce que vous faites en tout cas. On va donner la parole maintenant à Christophe Rouenet, de la direction commerciale de Docapost. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est quoi ? C'est une filiale de la Poste ?
Bonjour, oui. DocaPost est une filiale de La Poste, absolument. Nous sommes à Digipolis pour la deuxième fois avec le groupe La Poste. C'est pas tellement une surprise. Digipolis, c'est le forum des solutions numériques au service des territoires. La Poste n'est pas toujours attendue dans les solutions numériques et pourtant, on se souvient à l'arrivée d'Internet, La Poste était dans les premiers à proposer une adresse mail pour tous avec laposte.net. Aujourd'hui, par exemple, on propose aussi pour les particuliers de nouveaux services gratuits comme des coffres-forts électroniques avec les solutions Digipost que vous connaissez, que vous utilisez peut-être. Et au service des entreprises et des collectivités territoriales, DocaPost agit, c'est un peu la filiale informatique pour le groupe La Poste, dont le métier c'est de transformer des flux papier en flux électroniques. Donc ça, c'est tous les métiers de la numérisation et de la gestion de la relation client plus globalement. La transformation des flux électroniques en flux papier, ça c'est tous les métiers de l'éditique avec un certain nombre de grands donneurs d'ordre privés comme publics qui nous confient l'impression, la mise sous pli et l'envoi de leurs documents papier. Et puis c'est un vrai savoir-faire qui est souvent méconnu et Digipolis contribuera aussi à faire connaître encore ces solutions. Aujourd'hui, c'est un vrai savoir-faire dans la gestion des systèmes d'information, la transformation des flux électroniques en flux électroniques, autrement dit la gestion des systèmes d'information. On peut citer quelques exemples. On est un acteur vraiment important dans le domaine de la santé, où nous sommes l'opérateur du dossier médical personnel qui permet à chaque assuré social d'accéder à ses données de santé en ligne. Nous sommes aussi l'opérateur depuis le début de cette année et pour les années qui viennent du dossier pharmaceutique, qui est l'équivalent mais pour les pharmaciens. Et si on donne quelques autres grands exemples, on gère l'ensemble de l'information pour les entreprises pour le compte des greffiers des tribunaux de commerce à travers la plateforme infogreffe.fr, où on gère aussi la plateforme de vote électronique du groupe La Poste, qui est la plus utilisée en France dans les élections aux représentants du personnel, par exemple. Pas encore dans les élections générales, sauf pour les Français de l'étranger, mais on pense que ça peut venir également. Beaucoup de collectivités commencent à l'utiliser pour les élections au conseil de quartier ou les élections au conseil municipal des jeunes ou départemental des jeunes. C'est intéressant de dépenser quelques milliers d'euros peut-être pour montrer c'est quoi les outils pour voter demain. Voilà. Et s'agissant des collectivités territoriales, on amène une série de solutions informatiques qui permettent d'améliorer la gestion de la relation avec les citoyens. Cette proximité avec les collectivités, avec le territoire, elle est représentée humainement par le groupe La Poste à travers le facteur, qui est le deuxième personnage préféré des Français, qui ne fait plus seulement porter du courrier, mais qui porte des livres pour les médiathèques, qui porte des médicaments, qui a installé dans un certain nombre de régions les équipements de la télévision numérique terrestre au moment où c'était déployé. Donc c'est une transformation aussi des métiers du facteur, qui est cet agent public de proximité, qui est le seul personnage qui circule dans toutes les rues de toutes les communes tous les jours, 6 jours sur 7. Ça reste unique en Europe. Et il y a une volonté du groupe La Poste que de continuer d'accompagner au quotidien cette relation avec le citoyen. Et il y a plusieurs métiers avec des solutions nouvelles et informatiques que nous proposons pour les collectivités qui permettront par exemple à un facteur, à travers son smartphone dont il commence à être équipé et pour lequel la généralisation sera terminée en 2015, eh bien, le facteur pourra demain, en appuyant sur son bouton, si la mairie le souhaite, faire du signalement social par exemple, parce que la vieille dame ou le vieux monsieur qu'on a l'habitude de voir quand on va déposer le courrier, eh bien, s'il n'a pas ouvert les volets depuis 3 jours, si on a frappé et qu'on n'a pas de réponse, bah, peut-être ça vaut le coup de le signaler à la mairie et la mairie n'est peut-être pas au courant. Voilà. S'agissant des outils logiciels de gestion de la relation citoyen, nous sommes très à l'écoute de l'évolution des usages des services mobiles, c'est-à-dire les smartphones et les tablettes, à la fois pour les agents de la collectivité et les élus également, mais aussi pour le citoyen, parce qu'il y a une partie de la population qui est maintenant une population connectée et qui supporte assez mal de prendre une demi-journée de congé pour aller faire une démarche administrative auprès de sa collectivité. Donc on amène des solutions, des portails de téléservices, des vraies solutions logicielles qui permettent de tracer toutes ces demandes, pour le citoyen d'avoir accès à l'historique de ces demandes en temps réel, pour les élus et pour les fonctionnaires territoriaux d'avoir un accès aussi à des statistiques sur le nombre de traitements, le nombre de jours passés pour traiter telle ou telle demande, etc. etc. Ce qui répond aussi au programme d'engagement qualité dans lesquels beaucoup de communes s'inscrivent aujourd'hui, les programmes Caliville, le respect des exigences de la charte Marianne, quand parfois même certains délais sont des délais réglementaires proposés par l'État. Merci pour cette présentation. Vous qui avez peut-être un regard panoramique, vous sillonnez beaucoup l'Hexagone, j'imagine.
quel regard vous jetez sur tout ce qui a été dit avant? Est-ce que c'est assez emblématique finalement, ce qui se passe ici en Franche-Comté, de ce que vous rencontrez ailleurs, ou est-on, pourquoi pas aussi peut-être en avance? Le territoire de la Franche-Comté sait montrer qu'il est en avance. Des manifestations comme Digipolis, il n'en existe pas dans toute région. On peut dire que Digipolis est un événement qui rassemble dans cette période de l'année le microcosme de l'Internet territorial et au-delà un certain nombre des collectivités régionales qui seront plus impliquées. Il y a quelques autres manifestations dans l'année qui comptent, mais Digipolis fait partie des manifestations qui comptent. C'est pourquoi le groupe La Poste a voulu renouveler son partenariat. Nous sommes attentifs sur la gestion. On a parlé beaucoup de l'aide à domicile, des projets de e-santé. On a aussi des expérimentations en cours, notamment sur les technologies sans contact, dans les téléphones mobiles, les technologies NFC, où on imagine les nouveaux services demain. Et le rôle de La Poste dans ce rôle de tiers de confiance pour proposer des plateformes informatiques d'intermédiation où certains pourraient dans un écosystème venir partager de l'information. C'est des sujets sur lesquels nous réfléchissons, par exemple dans le cadre de l'aide à domicile, où les familles, les associations d'aide à domicile, les conseils généraux qui sont les financeurs sur les prestations APA ou PCH pourraient venir aussi partager des informations. S'agissant des jeunes entreprises qui nous ont été présentées ici, on peut indiquer que c'est une chance dans chaque territoire d'avoir des entreprises innovantes. Moi-même, dans le passé, avant d'être à La Poste, j'ai eu la chance d'avoir un parcours d'entrepreneur dans les belles années Internet en créant, en dirigeant une start-up. Après, c'est toujours intéressant aussi, des rencontres comme aujourd'hui, pour faire le lien entre les savoir-faire d'un grand groupe comme La Poste avec les savoir-faire parfois plus pointus de jeunes entreprises innovantes pour lesquelles des relais de croissance pourraient exister dans des partenariats avec des groupes comme le nôtre. Merci beaucoup, Denis Sommer. Est-ce que vous avez appris des choses aujourd'hui? Et peut-être aussi, est-ce que vous ressortez de cette conversation évidemment trop courte, peut-être d'une certaine façon rasséréné pour la suite des événements? Peut-être que vous n'avez pas besoin de cela d'ailleurs. Non, moi si, on apprend toujours de toute façon. Mais je suis persuadé que la croissance de demain, la croissance déjà aujourd'hui est portée pour beaucoup par le numérique en France et dans le monde. Et donc qu'un territoire comme la Franche-Comté, le pays de Montbéliard aussi en particulier, se positionne sur ces technologies-là et favorise l'éclosion de toute une série de projets, contribue au transfert aussi entre les laboratoires et puis, parce que on voit bien, ça fait un exemple, 2 exemples, 3 exemples, 4 exemples, voilà, où tout le monde est passé par les labos. Donc on est vraiment dans une logique de transfert, d'où l'importance de l'enseignement supérieur, du renforcement de nos laboratoires. C'est pas pour faire de la pub à la région, mais l'année dernière, on a remis 5 millions d'euros pour soutenir toute une série de projets collaboratifs dans les laboratoires régionaux qui s'ajoutent aux 20 millions que l'on met déjà. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose d'important. Ceci étant, la question du transfert est toujours une question difficile parce que chez les universitaires, transférer sa techno, accepter que derrière ça soit la création d'entreprises et puis la création de richesses, donc un peu de business quand même, c'est pas toujours facile à faire. Bon, mais en même temps, on voit bien que c'est possible, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent de cette manière. Là où j'ai une interrogation, elle n'est pas tranchée, c'est on a affaire à toute une série de systèmes, en réalité, dont on doit attendre qu'à un moment donné, ils soient industrialisés. C'est-à-dire que les systèmes se démultiplient et qu'on puisse les produire à grande échelle, les installer, les faire vivre, etc. Et donc, c'est là que j'ai une interrogation. Et c'est là aussi que, certainement, il faut construire des partenariats plus forts avec des groupes comme La Poste, avec Orange, avec des grands opérateurs. Alors, comment on trouve cet équilibre entre les grands opérateurs qui ont la surface financière pour pouvoir déployer en national, mais aussi à l'international, sans massacrer les PME qui sont aujourd'hui en émergence? Ça, c'est un vrai challenge. Parce qu'il ne faut pas que toutes ces PME qui sont aujourd'hui en croissance se fassent dépouiller en fait, de leur savoir. Donc comment on construit un partenariat équilibré
Ça, c'est un vrai sujet, à mon avis, pour l'avenir. Voilà. Et puis, on a besoin, pour la croissance, d'entreprises de taille intermédiaire plus fortes. Donc, il faut à la fois fédérer, faire grossir, assurer les partenariats avec des plus forts. Voilà, tout ça en essayant aussi d'avoir une économie sur les territoires qui soit solide, que ça ne parte pas n'importe où. Voilà, c'est le monde de demain qu'il faudra inventer, qu'il faut réinventer. Ça sera peut-être le thème de l'édition 2014 pourquoi pas. de Digipolis. Il va y avoir la Banque publique d'investissement qui va rentrer en fonction là, dans un mois. Mais je pense que c'est au-delà de l'outil lui-même, ça va nous permettre aussi de repenser nos stratégies industrielles. Et ça, y compris dans le domaine du numérique, où les besoins de financement sont quand même très très importants. Parce qu'entre le moment où on invente, on innove, et le moment où on rencontre le marché, il faut en faire des chèques. Donc, et pourtant, il faut les faire. Parce que la croissance, elle est là demain. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'il faudra travailler demain. Merci beaucoup, Monsieur le Merci Président, d'avoir accepté cet échange avec vous, Madame. Merci. Et puis avec vous tous. Voilà, bon Digipolis à tous. Et encore, merci à tous. Et bon vent.